Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai eu l'occasion de poser quelques questions sur l'innovation plus tôt cette semaine. Donc là, j'ai quelques questions qui sont plus là en fonction des PME. Je ne suis pas certaine si j'ai déjà posé la question au ministre sur les délais de paiement de l'État à des entreprises avec lesquelles ils font affaire, notamment dans le domaine de la construction. C'est souvent des entreprises qui doivent même avancer les coûts des matériaux, payer la main-d'œuvre à même leur fonds avant de voir un sou là, qui leur est remis par le gouvernement. Ça peut même prendre des mois là, avant de régler la facture. C'est encore un enjeu à l'heure actuelle. Puis, c'est une pratique qui met un peu l'État dans l'embarras. Là. C'est pas, on ne montre pas vraiment l'exemple de cette façon-là. J'imagine que le ministre est déjà sensible quand même à cette question-là, là, mais j'aimerais peut-être savoir, justement, parce que ça fait quand même un certain moment qu'on ne vous a pas entendu là-dessus, si vous avez eu des discussions avec des collègues à ce sujet-là, puis qu'est-ce qui a été fait, proposé? Oui, c'est une revendication que j'ai entendue très tôt quand je suis arrivé en poste. Évidemment, le ministère de l'Économie n'est pas responsable des paiements de l'État, mais quand la présidente du Conseil du Trésor a parlé récemment de sa refonte, là, de comment on va aider nos PME du Québec, principalement, à bien comprendre le mécanisme d'achat gouvernemental, la fameuse CAG. On a travaillé aussi avec M. Drouin d'Investissement Québec, qui travaille maintenant. Il a engagé 15 personnes dans les régions pour travailler avec les PME pour s'assurer qu'ils puissent bien comprendre le mécanisme pour les octrois des contrats. Le sujet est abordé et c'est clair que c'est un enjeu, puis les délais qui sont souvent administratifs pourraient être réduits. On a dans la salle le député de Saint-Jérôme qui passe beaucoup de temps sur l'allègement réglementaire. Bon, c'est pas réglementaire, ça, mais ça l'est un peu. Je ne veux pas te lancer la balle au bon. Là. Je sais pas si je peux faire parler. Là, mais pas de droit, pas d'OK. Non, alors, mais je pense qu'on dévie le sujet. Ouais, mais okay. En fait, non, mais c'est très intéressant, mais j'ai passé ces heures-là avec le député de Saint-Jérôme sur le projet de loi. En fait, le Parti québécois suggérait justement un projet de loi pour que l'État respecte ses délais de paiement d'un délai maximal de 30 jours envers ses fournisseurs. J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Est-ce que vous seriez favorable à un tel projet de loi? Il faut faire attention dans des projets comme ça. 30 jours, c'est suffisant. Souvent, il y a une rétention pour faire des paiements, les contrats, il faut évaluer si le service a été rendu. Je ne sais pas si 30 jours, c'est réaliste, mais je suis totalement ouvert à alléger de façon réglementaire. La raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que je pense que dans l'allègement réglementaire, on peut peut-être faciliter le répétitif de paiement en gardant des garanties ailleurs, mais je pense qu'il faut faire attention de trop normaliser là, sur un cadre comme celui-là. Mais 30 jours n'est peut-être pas réaliste, ça, je veux dire. 30 jours n'est peut-être pas réaliste, c'est sûr. Mais quand que les entreprises attendent plusieurs mois pour se faire payer, je pense qu'il faut essayer de trouver une voie de passage entre les deux. Et parce qu'on sait à quel point nos entreprises, des fois, ont de la difficulté à passer à travers chacun des mois, surtout depuis la pandémie. Donc, ça m'amène sur mon deuxième sujet. En fait, on va rester dans les délais, mais plutôt en fonction des aides gouvernementales d'urgence. Donc, POPME, PACT, tout ce qui a été mis sur pied rapidement pour aider nos entrepreneurs. C'est sûr que ce n'est pas des aides financières directes. Donc, moi, je l'ai souvent dit, je trouvais que c'est une façon encore de, surendetter nos entreprises qui ont déjà pas mal de difficultés, des fois, à payer leur paiement. Donc, on sait que ces programmes-là vont un moment donné se terminer. On arrive au délai là, pour commencer, je crois même, à rembourser certains de ces paiements-là. On a entendu même des groupes demander à ce que ces délais-là soient prolongés pour le remboursement. Donc, les paiements seraient réduits puis mis sur une plus longue période. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Oui. En fait, deux choses. Premièrement, quand vous dites que c'était pas de l'aide directe, j'aimerais reconfirmer qu'il y a eu à peu près, 500, 300? Il y a eu à peu près 500 millions de prêts qui ont été faits, effectivement, dont 300 ont été pardonnés. Alors, un pardon de prêt, pour moi, c'est de l'aide directe. Évidemment, les restaurants, les bars, tous ceux qui ont dû fermer ont été ceux qui ont le plus favorisé, ont plus bénéficié plutôt de cette aide-là. Il y a eu quand même 325 millions de subventions qui ont été données. Maintenant,
Le programme va se terminer un jour, je l'ai dit tantôt, quand 4 semaines après que les mesures sanitaires vont être abandonnées, le programme se termine. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un programme. On a publié un décret la semaine dernière, c'est le projet Parezo. Je n'ai pas l'acronyme exact, là, je l'ai ici. Parezo, c'est le programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et l'aide d'urgence. Donc, ça, ce que ça veut, ce programme-là, c'est le programme ESSAR qu'on a sorti du programme ESSAR, un programme d'urgence pour les entreprises stratégiques. Donc, certaines vont pouvoir bénéficier de ça dans les prochains 2-3 ans au besoin. Donc, il y a certaines entreprises qui vont pouvoir continuer à bénéficier du support. Maintenant, votre question importante, c'est la question du moratoire. Effectivement, aujourd'hui, pour le programme POPME, les moratoires se terminent le 30 juin 2022, alors que pour le pacte, chaque entreprise a eu son propre arrangement. C'est plus facile à gérer. Il y avait seulement 1500 entreprises. Alors, dans le POPME, on est rendu à 15 000, 16 000. Donc, il fallait mettre une norme stricte. Nous sommes présentement en évaluation avec le ministère, avec les fonds locaux d'investissement, pour revenir d'ici quelques semaines sur quelle va être la politique du moratoire, parce qu'effectivement, il va falloir vraisemblablement faire des ajustements pour le reporter. Je n'ai pas de date exacte à donner en termes de report, mais on doit faire quelque chose. On va l'annoncer probablement, je dirais, d'ici 3 semaines, un mois. En tout cas, avant qu'on termine le Parlement. Donc, c'est le moratoire, il servirait à attendre. Donc, le délai, les paiements commenceraient plus tard ou seraient prolongés? Donc, la chose principale qu'il faut regarder, c'est quand on permet le est-ce qu'on reporte le paiement, le paiement, puis si oui, de combien? Est-ce que tout le monde va être reporté? Est-ce qu'on va avoir des mécanismes? On est en train de revoir, parce qu'il y a 15 000 entreprises, donc je ne veux pas qu'on crée je veux pas créer un problème administratif, là. Puis en même temps, si on va trop loin, tout le monde est peinturé de la même façon, c'est problématique. On tente de trouver un chemin de passage, là, mais dans 3 semaines, 4 semaines, on va définitivement... Avant le 30 juin, de toute évidence, il va falloir revenir aux entreprises. Donc, celle qui serait vraiment au bord du gouffre, là, on peut s'attendre à ce que ce soit au moins, parce que souvent, on a eu des mesures qui sont appliquées pour faciliter presque la vie à ceux qui en ont moins besoin. Bon, on n'a peut-être pas le même avis là-dessus, je vous regarde. Mais c'est ça, je pense qu'il faut absolument que ce moratoire-là, ou en tout cas ce que vous allez annoncer, s'adresse au moins à celles qui sont le plus en difficulté financière, parce que la FCEI le disait, c'est à peu près une entreprise sur 4 qui pourrait fermer d'ici la fin de 2022, en tout cas, ou qui a des grosses difficultés financières. Donc, je pense qu'il faudrait s'assurer que ce soit elle en priorité là, qui puisse avoir d'ouverture à ce niveau-là. Maintenant, bon, il y a un sujet qui retient beaucoup notre attention, c'est celui de la hausse du coût de la vie, de l'inflation. Ça touche toutes sortes de dépenses, dont le pain et beaucoup de prix en alimentation qui ont augmenté. Il y a l'essence, il y a l'électricité, tout ça. Vous savez que le Parti québécois propose de créer un bureau de la concurrence ici même au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est la concurrence? Un bureau de la concurrence, parce qu'il y en a un bureau, en fait, canadien, qui ne fait pas vraiment son travail pour s'assurer qu'il n'y a pas de cartel dans certains secteurs, comme le pain, où il y a des grosses augmentations sans vraiment de raison valable. Des fois, c'est des hausses déraisonnables, puis il n'y a pas personne qui vraiment essaie de suivre l'évolution des prix, puis on pense qu'au Québec, on serait capable de le faire mieux, puis d'essayer de se doter de mécanisme de sanction même, là, dans certains secteurs. Est-ce que vous seriez favorable à ça? Bien, le Bureau de la concurrence, que je connais relativement bien, est une institution fédérale. Pour l'instant, à ma connaissance, là, je ne suis pas expert, je pense que c'est fédéral comme législation. Je ne pense pas qu'il faille aller là présentement. Ou si vous référez au cartel ou au monopole de certains services où on est victime somme toute, en général, je suis satisfait que la concurrence est là. Par contre, je nie pas le fait que à 6,7 d'inflation au dernier mois qui a été publié, considérant qu'il y a 1,5 de ça, 1,2 qui est causé l'énergie, qui devrait se résorber, on espère, avec la résolution du conflit en Ukraine. On a quand même une inflation de 5,5 systémique qui est causée en grande partie par les chaînes d'approvisionnement qui sont brisées. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça va demander à ce que le gouvernement de la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt. Moi, je pense qu'on va les taux monter de 1 à
1,5, 2, peut-être même 2,5, plus on va arriver en haut du 2 plus l'effet collatéral, c'est qu'on va réduire l'inflation. Moi, je suis convaincu qu'on va réduire. La Banque du Canada a dit qu'on veut 2 midpoint en 2024. Forcément, le taux d'intérêt va monter. La conséquence de tout ça, c'est qu'il va y avoir un ralentissement économique. 2022 va être une année qui va être moins bonne que 2021, mais, somme toute, le Québec va être en croissance. Donc, je ne vois pas de récession en 2022. L'enjeu, c'est la population. L'enjeu, c'est les citoyens qui sont moins nantis, qui, eux, inflation à 5 ça augmente de 3 tu as perdu 2 de pouvoir d'achat. C'est clair qu'il faut réagir à ça. Le ministre des Finances a très bien réagi à la mise à jour pour les aînés, a très bien réagi dans le budget pour le 500 $. Il va falloir suivre ça très, très près. Pour les entreprises, moi, je pense qu'on a encore un peu de temps pour évaluer ce qui va se passer. S'il y a une récession, ça serait probablement au début 2023. Et je ne prédis pas une récession. Je n'ai pas cette habileté-là. Et c'est clair que le taux d'intérêt à 2,5 pour le taux directeur de la Banque du Canada, l'impact sur le taux d'emprunt, ça va frapper dur. L'inflation va baisser. Ça, on va réussir, mais de l'autre côté, ça va être compliqué, les entreprises. Il va falloir réagir. Et on est à la guet de tout ça, mais je pense qu'on a tout le temps pour réagir. L'enjeu est plus pour la population. OK. Toujours dans les freins au développement de nos PME, j'ai parlé de la déduction aux petites entreprises, puis ça a amené justement à discuter de certains crédits d'impôt. C'est là que je veux peut-être amener toute l'ironie de ce taux, de ce seuil de 5 500 heures salariées pour accéder à des crédits d'impôt. Il en existe un pour la pénurie de main-d'œuvre. Mais pour ça, pour pouvoir y toucher, il faut se qualifier à ce taux de 5 500 heures salariées, sachant qu'on a de la difficulté à avoir son bon nombre d'employés avec cette raison-là, donc la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi est-ce que pour toucher un crédit d'impôt pour la pénurie de main-d'œuvre, il faut avoir le 5 500 heures? Écoutez, je ne veux pas être négatif, là, mais mon collègue et moi, là, au ministère des Finances, 5 500 heures du FCEI, ça fait 4 ans qu'il tape sur ce clou-là. On va passer à notre appel. Il y a d'autres moyens de s'occuper des PME. Là, on parle de ça, là, il répète le même enregistrement depuis 4 ans. Là. Non, mais c'est 35 000 entreprises. Moi, je comprends, travaille pour des entreprises. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est le gouvernement qui a été le plus conscient de l'enjeu des PME. On est focalisé sur ça. On veut s'assurer, je l'ai dit tantôt, on veut s'assurer que les PME soient encouragées à investir en innovation. Ce que vous référez que la FCEI, là, c'est un élément, un tunnel. Oui, mais là, je ne suis pas sur la déduction. Là. Excusez, OK. Je vois que ça vous a vraiment emporté. Oui. Sauf que là, je veux dire, il existe des crédits d'impôt qui se basent là-dessus. Je peux peut-être comprendre qu'il y a des raisons spécifiques pour la déduction. Je ne m'entends pas vraiment sur les raisons, mais là, on parle d'un crédit d'impôt pour la pénurie de main-d'œuvre. Mais là, il faut avoir calculé un certain nombre d'heures, alors que c'est ironique parce que c'est sûr que c'est la pénurie de main-d'œuvre qui crée ce manque d'emplois. Je comprendre votre question. Le crédit d'impôt relié à la pénurie de main-d'œuvre? Oui, il existe un crédit d'impôt, je ne l'ai pas. Je ne suis pas familier avec ça. Peut-être quelqu'un pourrait nous dire. Qui est le fiscaliste ici? Non, on a travaillé au finances, je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas sûr. Okay. Je m'excuse. On va faire ce travail pour vous. Parfait. Et on reviendra. Pénurie de main-d'œuvre maintenant, toujours. Ça fait longtemps qu'on demande à ce qu'il y ait un plus grand taux de régionalisation de l'immigration. Ça fait même plusieurs crédits que je vous en parle. Qu'est-ce qui a été fait, justement, pour un peu enlever le fardeau sur nos entreprises qui doivent faire tout le processus, qui doivent payer des coûts assez faramineux pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger, les loger, les accueillir? Il y a une grosse charge de travail qui repose sur les entrepreneurs eux-mêmes. Est-ce qu'on pourrait penser à un programme pour les accompagner, même payer certains frais? Bien, c'est mon collègue, évidemment, comme vous savez, en fait, qui est ministre de l'Emploi et du Travail et aussi ministre de l'Immigration. Le timing est bon de faire les deux en même temps. Et clairement, avec Investissement Québec, avec Québec International, Investissement Québec International, les missions de recrutement prennent place. Les mandats sont donnés à Investissement Québec International et accueillis par le ministère de l'Immigration pour s'assurer que le recrutement se fasse pour les régions. Donc,
on essaye de recruter en région. Parce que c'est sûr que si on va recruter à Paris, c'est peut-être plus difficile de les envoyer à Gaspé passer 2 ans que si on les recrute à Nantes ou ailleurs. Donc, c'est clair que les programmes, les missions de recrutement de l'immigration sont ajustées. Et nous, comme gouvernement, on est très ouvert à augmenter l'immigration en région, il n'y a aucun doute, parce que ça va probablement permettre une meilleure intégration, ou être plus rapide de s'intégrer à Gaspé que s'intégrer à Montréal. Mais pourquoi on n'atteint pas nos seuils actuellement? Parce que le gouvernement s'est fixé des cibles, puis on est en deçà des cibles. Nous, on dit qu'il faudrait envoyer 50 de l'immigration économique dans nos régions, pas les forcer, là, mais de les choisir en fonction de leurs intérêts déjà, puis des offres d'emploi disponibles. Pourquoi on n'arrive pas? C'est quoi qui marche pas, là? J'ai pas toutes les réponses, mais c'est sûr que durant la pandémie, il n'y a pas d'avion. C'est difficile de prendre un avion sans venir ici. C'était compliqué. Il y avait des enjeux, vous savez, avec le fédéral qui ont été résorbés. Je pense qu'il y a eu une bonne... Ben, en partie. En tout cas, il y a une complicité. Pas de niveau de gestion, mais il y a une complicité, je pense, entre le fédéral et le provincial sur alléger. Est-ce que vous avez entendu le premier ministre du Canada aujourd'hui en période de questions? Non, je suis ici. Je suis ici, j'ai pas le temps de sortir. C'est pas rendu à vous? On parle de deux choses. On parle de transférer le pouvoir de la Constitution des familles. C'est une chose, il a dit non à ça, je pense, mais l'allègement réglementaire entre le fédéral et le provincial pour l'immigration temporaire économique, je pense qu'il a été résorbé en partie. Donc, nous sommes conscients. Puis, mon collègue au travail à l'immigration en est conscient aussi. Et je pense qu'il y a eu une période difficile, évidemment, durant la pandémie. Là, on est sorti de la pandémie et on réalise très bien, on est sensible aux besoins. OK. Je pense qu'il y aurait beaucoup encore à faire dans certains programmes. Le travailleurs étrangers temporaires, les contrats de travail, c'est pas du tout réglé pour faciliter la vie des travailleurs étrangers et des entreprises, mais on fera du pouce avec le ministre de l'Immigration. Le ministre sait que l'entrepreneuriat et les PME en général, c'est un monde plus masculin. C'est pas facile pour une femme de se partir en affaires pour toutes sortes de raisons. La politique, c'est un peu le même concept, là. C'est assez difficile de concilier la vie de famille, travail, puis souvent les femmes vont même pas se lancer dans ce genre de secteur-là pour ces raisons-là. Qu'est-ce qui est fait par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour spécifiquement encourager l'entrepreneuriat au féminin? Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, ça permet aussi d'augmenter le bassin d'entrepreneurs et de repreneurs, parce que c'est un enjeu important pour le Québec. Deux choses. Cette année, nous avons fait Évol, le FAMESAR, qu'on a reconduit et qu'on a même élargi en termes d'étendue, en incluant la diversité plus largement définie. Séverine Labelle a eu des fonds additionnels. On a financé le fonctionnement des vols et on a financé via un prêt avec d'autres institutions financières. Donc, Mme Labelle, je pense, elle a clairement son coffre à outils qui est très bien rempli et, à ma connaissance, est très satisfaite de ce qu'elle peut faire. Et au même moment, avec des fonds privés, on a créé le fonds Axelia, 2 femmes d'affaires québécoises. Et c'est un fonds qui a été un grand succès parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs québécois masculins qui ont voulu participer à ce fonds-là. Nous avons été, Investissement Québec, je ne sais pas le pourcentage qu'on a mis là-dedans. Jonathan, on a mis 30 50 bon, 50 du fonds Axelia, et on va en faire d'autres. Si les femmes entrepreneurs qui ont vécu l'expérience entrepreneuriale venaient nous voir et qu'il y ait des fonds, il n'y a pas de limite dans le sens que je pense que c'est un bassin important de... Donc, M. Bam donne les détails pour FAMESAR, les vols. On a mis 23 millions pour le fonctionnement, puis 25 millions pour le financement. Donc, avec Axelia, on a mis un autre... je pense qu'on a fait des bonnes choses. On a fait les choses qu'il fallait faire, puis on est ouvert à ça. Sylvie Pinsonneau et Bichat, qui travaillent chez Investissement Québec, travaillent étroitement, eux aussi, pour encourager, non seulement de créer des fonds, mais encourager aussi nos jeunes femmes entrepreneurs de vouloir performer. Tandis qu'on est sur Évol, j'ai pas beaucoup de temps qui me reste, mais j'aimerais peut-être comprendre comment ça fonctionne, parce que justement, il y a le volet femmes, mais il y a aussi maintenant les diversités ethniques, culturelles, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y en est des enveloppes pour chacun? Tu sais, c'est comment que c'est réparti? C'est combiné, mais c'est clair que Séverine est d'accord avec ça, Séverine Labelle, c'est qu'on a augmenté son fonds de fonctionnement.
Oui. On l'a augmenté autant du fonctionnement au niveau de 25 millions. Effectivement, on regarde la diversité ethnique, on regarde aussi au niveau du genre. Et à date, ça fonctionne. Personne se plaint. Ben, non, pas personne se plaint, mais c'est parce que j'ai toujours jamais trop compris pourquoi on avait tout mis dans Femmes et Sœurs plutôt que de partir quelque chose de... C'est Séverine Labelle, on en a parlé avec plusieurs personnes. Moi, je voulais augmenter l'étendue parce que plus on a un fonds qui est large, qui est important, plus on peut avoir des ressources. C'est un moyen d'avoir des ressources additionnelles. Mais je peux vous garantir, si jamais à un moment donné, il y avait une problématique parce qu'il y avait trop de projets, puis 25 millions, pas suffisant, on va en mettre d'autres.